Donc, experte, Hélène Botchon, bonjour Hélène, responsable économie des pays de l'OCDE pour BNP Paribas. Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie, chef économiste BDO France. Et puis Jérôme Dédéian, salut Jérôme, mon partenaire patrimoine, c'est ça, hein, mon partenaire patrimoine. Et donc, on peut le dire, Jérôme, tu passes l'ensemble de tes diplômes. Tu sais, ça me fait penser à Zinedine, ça va te faire plaisir, Zinedine Zidane qui devient entraîneur et qui est obligé de retourner à l'école de football pour passer ses diplômes d'entraîneur. Exactement. Et c'est ce donc qui t'arrive aussi. Je passe dans 10 jours ma session d'expert en conseil patrimonial de la meilleure université, du meilleur organisme de formation à la profession qui est l'OREP à Clermont-Ferrand de France. Et c'est un gros challenge. En fait, j'ai raté la session de décembre parce que j'étais covidé, donc j'ai pas eu le droit d'y aller. Et donc je passe à la session de rattrapage, mais du coup je n'ai qu'une chance. Alors je stresse en civil et en fiscal. Ah parce que tu n'as pas une deuxième chance si tu rates la session. Si, mais c'est celle de mars, mais j'ai pas pu passer celle de décembre parce que j'étais malade. Je comprends. Comme les étudiants qui ont. Alors, c'est chaud. Gestion de portefeuille macro-éco, ça va aller. En revanche, fiscal, il faut que je travaille. On peut réviser aujourd'hui, macro-éco. Il faut aussi réviser. C'est une grande phrase, c'est au millième saut que les parachutistes se crachent. Non, vous n'êtes pas... Non, mais c'est au millième saut que les parachutistes se crachent. Tu vois, tu lèves les sécurités, machin, je connais tout par cœur. Mais on va pas passer une heure avec ça non plus. Voilà. Laissez-moi stresser. On a pas mal de sujets. Hélène, je commence avec vous. Donc, on est quand même sur une situation de conjoncture qui est une situation de conjoncture. Je regardais comme vous d'ailleurs, donc les indices Markit, cabinet privé qui interroge notamment les directeurs d'achat, c'est des indicateurs avancés les plus précis qu'on puisse avoir sur l'activité. Le mois de février en France, tant du côté donc des indicateurs d'activité que du côté des morales des patrons, j'ai vu indicateur Markit morale des patrons européens. Ça pète le feu, c'est-à-dire qu'on est d'accord, Hélène. Les chiffres ont été bons, ils nous ont surpris même favorablement parce que, en tout cas en France, on s'attendait à une amélioration et l'amélioration est effectivement très importante et on l'observe dans tous les secteurs d'activité. C'est ça. Alors, dans le manuf, il y a des petites nuances, dans le secteur manufacturier, il y a des petites nuances, mais services rebondissent, c'est formation professionnelle. C'est excellent. Dans les services, dans le commerce de détail, dans le bâtiment, et puis de toute manière, dans le secteur manufacturier, on reste à des niveaux très élevés, donc c'est vraiment très encourageant pour le mois de février. Plus haut niveau depuis juin 2021, nous dit Markit, pour la croissance de l'activité en France. Et surtout qu'on a eu confirmation de ces bons chiffres avec les enquêtes de l'INSEE, qui sont une sorte d'équivalent de ces enquêtes Markit, sur un échantillon beaucoup plus large et à nos yeux, on va dire, de conjoncturistes, plus représentatif et plus fiable. Mais là, ce coup-ci, c'est allé dans le même sens. Donc on a deux très bons signaux conjoncturels. C'est des chiffres qui sont effectivement des signaux avancés. Donc, d'une dynamique en fait, on sort de 7% de croissance, faut pas l'oublier quand même, faut le répéter, d'une dynamique qui, est-ce que cette dynamique pourrait être abîmée par ce qui est en train de se passer en Ukraine? Comment est-ce que vous regardez les choses? Il est peut-être un peu tôt, j'imagine, pour se prononcer. Alors, il est bien évidemment encore trop tôt pour se prononcer. On est confronté à une incertitude absolument colossale. Après, ce qui est surprenant aussi, vous me direz si vous pensez la même chose, dans ces bons chiffres. Donc, il y a un effet, on va dire, assouplissement, levée des restrictions sanitaires. Donc, il y a un effet rebond mécanique encore très fort, notamment dans dans l'hébergement, restauration, hôtellerie et ces secteurs-là. Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'absence de traces totale, en tout cas dans ces chiffres pour ce mois-là, de toutes les difficultés d'approvisionnement que les entreprises continuent de signaler. Très juste. Des pressions y compris sur le moral des patrons, d'ailleurs. Y compris sur le moral des patrons. Les pressions haussières sur les prix qui sont très fortes depuis plusieurs mois et qui continuent de s'accroître. Les difficultés de recrutement, insuffisance de main-d'œuvre. Donc, vous savez tous, toutes ces contraintes d'offres. Et là, on n'en voit absolument pas la trace dans ces chiffres de février. Donc, c'est très bien, mais n'empêche que en sous-jacent, on a à la fois des signaux qui nous disent les fondamentaux de la croissance, vous citiez les 7%, ils sont là, ils sont bons. On a une dynamique de croissance qui est forte. Mais on a des points de fragilité, des points de friction qui sont allés crescendo depuis un paquet de mois.
dont on subodore, que ça freine quand même l'activité. Mais voilà, là, on n'en a pas les signes. Donc, on est dans une situation, on va dire, plutôt favorable, mais il y a des chocs importants dans les tuyaux. On en parle assez régulièrement sur cette antenne. À partir du moment où, effectivement, l'industrie fait plus que 12-13% de votre PIB, fondamentalement, les pénuries et tous les sujets qui sont des sujets qui freinent la fabrication, vous avez 70% de l'économie qui... Il y a la construction qui souffre aussi. De côté, il y a la construction, aussi qui, on va dire, souffre des mêmes problématiques en termes de hausse du coût des matières premières, difficulté de recrutement. Et puis même si l'industrie représente maintenant une assez petite part de l'économie française, ça reste à mes yeux un moteur, une force de frappe à l'export. Non, mais ça, il n'y a pas de doute. Tout un mais enchaînement juste pour expliquer qu'il y a un moral des patrons, effectivement, au beau fixe, alors qu'on est dans un régime de pénurie qui est compliqué à gérer pour tous les secteurs industriels. Oui. Anne-Sophie, comment est-ce que vous voyez les choses? Bon, parce que Hélène est très prudente, mais je le savais. Elle ne m'a pas répondu sur l'impact prévisible de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Alors, sur l'impact, juste pour revenir par rapport à ces très bons chiffres, c'est vrai qu'on regarde ce qui est normal dans la conjoncture janvier-février, mais il faut quand même se rappeler aussi les fondamentaux qui sont très très bons 2021, notamment sur le taux d'épargne des ménages. On voit qu'on a un taux d'épargne des ménages qui est encore 2 points supérieur par rapport à 2019. Donc, on voit qu'il y a quand même toujours beaucoup d'épargne qui continue d'être là. Et donc, même s'il y a des hausses des prix, je sais ce que tu vas dire sur les achats, on voit qu'il y a la confiance et que même si, en effet, votre cuisine où il y a des pénuries de matériaux, les gens achètent. Et c'est pour ça qu'on a de très bons chiffres de la consommation. Mais non, c'est un taux d'épargne qui continue à être plus élevé que 2019. Parce que ce qui veut dire, c'est que les ménages ont la capacité d'acheter et que malgré... Mais ils n'achètent pas. Mais c'est faux. C'est faux. Quand tu regardes les chiffres, justement, tu as un taux d'épargne qui est plus élevé. Donc, ça veut dire qu'en effet, il y a un côté épargne de précaution, mais que même malgré la reprise, la relance, les gens n'ont pas tout désépargné de ce qu'ils ont eu. Et donc, avec ça, ils continuent de consommer malgré les hausses de prix, par exemple, chez les cuisinistes et autres, qui peuvent être de 9-10%. Parce que l'idée, c'est qu'on a justement ce pouvoir d'achat qui nous permet encore de le faire. Donc, je sais que c'est un peu à rebours de dire, attention, il y a l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, on perd en pouvoir d'achat. Mais c'est vraiment le gain qu'on a eu en 2021 et qui explique qu'on a peu d'impact finalement sur la consommation, qu'on a eu un très bon dernier trimestre avec ce 7% de croissance. L'INSEE était à 6,75 et a revu à la hausse à 7%. Et là, on serait même à plus de 4% cette année. Donc on voit que la consommation continue d'être robuste avec de la confiance et avec ces sous-jacents macroéconomiques qui restent très bons, même si bien sûr il y a des différences entre les ménages et entre les secteurs. Et juste pour finir, l'investissement aussi, parce que Attends, Anne-Sophie, je comprends pas. J'ai pas compris. Vas-y. Comment, puisque tu as un taux d'épargne 2% supérieur, c'est ça de 2 points supérieurs par rapport à 2019. Par rapport à 2019. Tout à fait. Tu peux me dire qu'on consomme comme... non, ce que je veux dire, c'est que les ménages... C'est une surépargne. Oui, c'est une surépargne, mais elle n'est pas consommée, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette surépargne permet aux ménages de consommer malgré les hausses de prix. Ça y est, ok, d'accord. Il y a un effet amortisseur. Un stock qui s'est constitué, il est en train d'être libéré. Cours de macroéconomie. Il est en train d'être libéré. Ah bah oui, mais moi, ça c'est le privilège de l'âge. À un certain moment, quand vous ne comprenez pas, à un moment, vous n'avez plus du tout honte à dire « je ne comprends pas ». Voilà. Et ça va effectivement dans la consommation et dans l'investissement des ménages aussi. L'autre élément, c'est vraiment l'investissement qui est excessivement fort. On a notamment les plans de relance, parce qu'on en a parlé l'année dernière, mais là, ils sont effectifs et ils commencent à être distribués. Donc, tant que ce soit au niveau européen que français, on voit que là aussi, on a des taux d'investissement qui sont très, très favorables et qui profitent beaucoup aux entreprises. Donc, la conjonction des ménages plus le taux d'investissement, c'est pour ça qu'on va normalement avoir une bonne année 2022 à plus de 4% de croissance. En effet, après, il faut regarder bémol sur surtout l'impact de la crise ukrainienne, ce sera sur les prix de l'énergie. Voilà. Donc l'impact, savoir sur le pouvoir d'achat. Mais là, attention, toujours dans un contexte où on a toujours cette surépargne. Je comprends. Qui est mais tu ne vois rien d'autre de plus grave que... Donc là, le pétrole passe les $100, etc. On est sur des coups de hausse. Je regardais, là, juste avant de venir, hausse de 30% du gaz. Il y a quelques éléments, mais alors là, c'est vraiment quelques pourcentages de hausse sur le blé et le maïs. Enfin, bon, voilà. Qui est plus grave, le grenier à blé de l'Europe. Juste pour vous dire qu'est-ce qui peut être plus grave, oui, voilà. C'est, à mon sens, c'est plus au niveau européen, de se dire que les marchés, donc ça, la crise, tout le monde l'a subi, mais de se dire, attention, est-ce qu'il va y avoir des décrochages entre les États de la zone euro et est-ce qu'il y en a qui vont perdre et d'autres qui vont gagner? Et s'il y a trop de décrochages, notamment les États qui ont plus d'inflation et qui sont plus averses à l'augmentation des prix de matières premières, il pourrait y avoir des problèmes de financement sur les marchés financiers. Je sais pas ce que... Ouais, mais en l'occurrence, je te donne la parole, Jérôme. En l'occurrence, ceux qui aujourd'hui ont le plus d'inflation et qui ont le plus à redouter des matières premières, c'est l'Allemagne,
qui globalement n'a pas besoin qu'on Non, vienne pas l'aider. pour- Enfin, tu vois, Non, bien pour le sûr, coup, ce pas seraient pour les plus forts qui seraient Pas affaiblis. pour quoi. l'Allemagne, mais en tout cas, les marchés dans un contexte de forte tension vont regarder la situation des États de la zone euro, vont regarder leurs finances publiques et aussi les politiques économiques qui vont être présentées. Et on pense plutôt à des pays comme l'Espagne ou l'Italie qui pourraient être plus fragilisés si cette crise de tension vient en plus de la reprise et de tout ce qu'il y a aux alentours et pourrait attaquer, parce qu'on a plus de mécanismes qu'on a eu en 2010 quand on a eu la crise des dettes souveraines. Mais en tout cas, ça pourrait être un risque et surtout vraiment la dichotomie et l'augmentation des écarts de compétitivité entre les États de la zone euro. Ça nous ramènera à la Banque Centrale Européenne, on en reparlera. Vas-y, Jérôme. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je vais rajouter mon expérience de terrain. Tu sais, moi, j'anime souvent des journées avec 20, 30 dirigeants et dirigeantes partout en France. Et à Caen hier, ils ont tous la banane. Il y en avait 20 dans la salle. Ils ont tous la banane. Et ils ont la banane pour une raison qu'Anne-Sophie vient d'évoquer, c'est qu'en fait, ils ont placé leur hausse de prix liée à la hausse des matières premières, de leurs problèmes d'approvisionnement, de logistique ou du transport, etc. Ils ont rajouté un peu de marge, parce qu'ils y sont allés franchement, passer crème. Crème, parce que le consommateur est là, parce qu'il a accumulé cette surépargne, et que du coup, il la distille, et qu'il y a une espèce de frénésie de consommation dans laquelle on est encore, qui explique en partie les 7%, et notamment le dernier trimestre, et qui continue en ce moment. Voilà. Et donc, ils se disent, oui, j'ai plein de problèmes, j'ai pas de pot en verre quand je fais des confitures, j'ai des difficultés d'approvisionnement, mes fruits augmentent, tout est compliqué, mais mes hausses de prix passent et le consommateur est toujours là. Voilà. Et donc ça c'est pas quelques bombes sur l'est de l'Ukraine qui peuvent... Alors c'est là où je suis plus mesuré, pour une raison extrêmement simple, c'est que je pense qu'en fait l'impact de la crise va être beaucoup plus profond que ce qu'on croit. La crise ukrainienne, on dit toujours, c'est un choc géopolitique, mais c'est un conflit, regardez avec la Crimée, un conflit limité, regardez avec les Crimées, regardez avec le Koweït, ça a été ponctuel et puis ensuite ça a redécru. Je pense que ça va être plus Koweït, c'est du ponctuel un peu plus durable. On est d'accord. Et donc je pense que cette crise va être un peu plus durable. Alors, il y a évidemment l'impact énergie avec sa diffusion à plein d'endroits. Je te donne un exemple complètement idiot. Les produits alimentaires vont exploser parce que comme j'ai besoin de phosphate pour cultiver et que le phosphate, l'essentiel de son coût de production, c'est sa consommation énergétique, et ça va va accélérer l'inflation des denrées alimentaires, c'est évident. Il n'y a pas que le blé avec le prix du pain qu'on va se prendre parce que la farine va être plus chère, etc. Il y a cet enjeu-là. Et puis il y a l'enjeu, et là je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, de divergence des États. Je te donne un exemple idiot. J'ai entendu Bruno Le Maire, j'ai halluciné, qui a dit « Nous maintiendrons le gel du prix du gaz en toutes circonstances, ou quelles que soient les circonstances. Ouais. » Et donc on a déjà cette petite plaisanterie là, du contrôle des prix à la consommation de l'énergie pour les Français et des chèques et autres joyeusetés. On est déjà à 25-30 milliards là. 25. Si tu pousses ça jusqu'au bout avec le prix d'énergie qui va rester durablement cher, et à la limite qui doit être cher, tu vas avoir les finances publiques durablement cher, je suis pas sûr. Enfin, l'été arrive, hein. Les cours du gaz vont redescendre, même si tu continues à avoir une situation de guerre en Ukraine. Si tu veux, mais si ça dure un peu, si on ne trouve pas la substitution, ça peut avoir un effet... Mais ça, c'est un truc dont je veux parler, effectivement, on va en dire un mot. Plus compliqué. Du coup, tu te retrouves avec des finances publiques françaises qui peuvent être beaucoup plus sous tension que les finances publiques d'autres pays, de l'Allemagne par exemple, parce que ça va être la première victime, puisque la Russie est son premier partenaire économique, mais ils ont une situation, ils partent d'une situation de départ où ils sont solvables. Alors que nous, non. Ah oui, ça, oui, très clairement. Alors, juste sur l'énergie, parce que il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand même. Donc, dépendance énergétique, je crois qu'on a tout dit sur la façon dont l'Allemagne s'est un peu lié les mains quand même avec le gaz russe. Vous avez tous suivi donc l'histoire de Nord Stream 2, et donc finalement les Allemands qui... pour l'instant, en tout cas, refusent de se servir de ce gazoduc. Donc, il y avait cette semaine 11 pays exportateurs. En fait, l'un des sujets très intéressants, c'est qu'il n'y a pas d'OPEP du gaz. Voilà. Notamment à cause de problèmes de stockage. Et donc, il est beaucoup plus difficile d'essayer de contrôler le marché du gaz. Donc, 11 pays exportateurs étaient réunis au Qatar. L'émir du Qatar, lui, il était à Washington fin janvier. Donc, quand même, tout ça a été préparé depuis un petit moment. Et il a été assez clair pour dire que non, il allait être très très compliqué de réallouer vers les marchés européens des quantités de gaz qui étaient destinées à d'autres marchés et qui étaient, pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs, déjà vendues. L'Iran souligne ses importantes capacités de production et d'exportation. Ça, c'est magnifique quand même. Hein. Les ennemis de mes ennemis pourraient devenir mes amis au cas où, etc. Et en bout de chaîne, on réalise qu'en fait, avec les objectifs que s'est donné l'Union européenne,
l'Allemagne, puisque c'est elle qui est une grande consommatrice de gaz, n'a absolument pas investi dans les unités de production, de traitement de gaz naturel liquéfié. Et en fait, se retrouve quand même fort démunis. Moi, je trouve ça assez intéressant. J'apprenais à Hélène cette expression de tragédie des horizons. Et avec notre horizon qui est fixé sur décarbonation 2035, 2050, enfin peu importe, et donc des investissements qu'on ne fait plus, à un moment, le réel et le physique se rappellent à notre Juste, ça c'est intéressant pour l'Allemagne. C'est vrai qu'on l'a souvent mis en avant, et ce qui est bien, la bonne tenue des finances publiques, mais même le rapport des sages, les économistes montraient toujours le grand problème de l'investissement, et l'investissement énergétique, mais également en termes de numérique. C'est pareil pour l'accès à Internet. Et c'est vrai que là, ce genre de crise le met vraiment en avant. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le nouveau gouvernement et quand même le poids des Verts, je pense qu'il va quand même y avoir une volonté d'investir, vraiment, en tout cas. Alors, mais le problème, c'est que le temps perdu ne se rattrape plus, comme dit le poète. Ça complètement. Mais ce qui peut être bien, c'est que au niveau de tout ce qu'on disait sur les finances publiques, au lieu que l'Allemagne, même si là, on a vu qu'il y a l'idée de dire attention, on revient à des finances publiques saines. En tout cas, eux vont le faire, et donc on va revenir quand même à des finances publiques qui doivent être plus soutenables. Il y aura l'idée d'avoir et de ne pas tuer l'investissement, et surtout cet investissement-là. Et je pense que ça va être ça un petit peu le jeu qu'il va falloir faire pour le nouveau gouvernement, c'est-à-dire garder des finances publiques, on va dire, saines et robustes, mais d'un autre côté, essayer de combler ce retard d'investissement. Et ça peut être ça la bonne nouvelle, ça ne se fera pas que l'Allemagne seule, mais justement, ils devront utiliser leurs partenaires européens. Ouais, moi, je crois aussi qu'il va y avoir un compromis. C'est-à-dire que quand tu es coincé et que tu n'as plus de gaz et que donc tu n'as plus d'énergie pour faire tourner ton activité, et ben, tu vas forcément faire des compromis sur ton horizon de décarbonation. Et donc ça va donner lieu à des pas débats politiques. hein. C'est pas du tout l'ambiance. C'est pas l'ambiance. C'est compliqué avec les Verts. Non, tout ça est très compliqué. Ça va donner lieu à des tensions politiques en Allemagne, c'est évident. Mais il va y avoir un mix d'actions, investissement long terme ou renforcement des investissements, et un tout petit peu d'eau dans le vin. Ils vont être obligés d'ouvrir un peu les vannes. C'est pas possible. Ils vont être obligés de reprendre du nucléaire, de retarder. Voilà, ils peuvent encore ne pas fermer. Je crois qu'ils en ont encore une ou deux qui tournent. Ils peuvent encore ne pas fermer. Du nucléaire. Voilà. Ils vont les garder. Ils vont pas. Ça répond pas aux craintes que l'on a là sur le très court terme. Et si Gazprom coupe le gaz, voilà. Absolument. Donc apparemment, il y a des stocks. On peut compter sur l'existence de stocks qui pourraient faire tenir jusqu'à l'été, si la météo est clémente. Et puis c'est vrai qu'on rappelait le contexte conjoncturel, la situation actuelle qui est quand même très favorable. On reste dans cette dynamique de rattrapage. Donc on a des chiffres de croissance qui sont hyper élevés. Donc le choc géopolitique entre la crise, entre l'Ukraine et la Russie, c'est un choc négatif pour la croissance, ça c'est certain. Il y a différents canaux de transmission, commerce, finance, incertitude, matière première, on peut les passer tous en revue. Alors, c'est un propos un peu détaché, mais sur des taux de croissance de 7 ou 5%, si on se prend un point de croissance en moins parce que prix du pétrole, parce que perte de marché à l'export, c'est pas très grave. On a l'impression qu'on peut encaisser la situation. Mais c'est un propos qui est très détaché, mais le fait est que la situation conjoncturelle actuelle est favorable. Le choc, il est négatif, mais on est probablement en capacité de l'encaisser. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur le coût des mesures supplémentaires éventuelles qui seront prises en France pour geler certains tarifs, en Allemagne, j'ai cru voir passer qu'ils prenaient également des mesures. En Italie, il y en a, j'ai vu passer 8 milliards. En Allemagne, je n'ai pas vu le coût du package. Lindner a mis de côté 60 milliards, ce qui ne ressemble pas du tout à la gestion publique allemande. Tout le monde s'y met pour protéger les ménages les plus modestes de son pays. Donc il va y avoir une dégradation des finances publiques de tous les pays. C'est vrai que le point de départ n'est pas le même. Et ensuite, il y a un enjeu. Oui, il y a un impact sur la croissance. Donc normalement, c'est déflationniste. Mais en fait, à court terme, ce choc ukrainien, il va créer de l'inflation, accélérer encore l'inflation contre lesquelles les banques centrales essayent de lutter. Et du coup, j'ai un problème de calendrier des interventions de la Banque centrale européenne. Et c'est là qu'il ne faut pas se louper. Tout à fait. Mais vraiment pas se louper. Parce que je pense qu'elle va dire, j'ai quand même une inflation qu'il faut que je contrôle, donc elle va amorcer sa remontée des taux. Parce que si elle ne le fait pas, alors là, on dit, ils avaient prévu de le faire, le resserrement de la politique monétaire. Mais justement, là, de ce que je comprends, mais alors pour le coup, allez voir Smart Bourse, Grégoire Favet qui en parle régulièrement. Anne-Sophie, je ne sais pas si c'est la lecture que tu as.
la Banque Centrale Européenne se gratte la tête quand même. Voilà, Ah oui, bien la sûr. décision est compliquée à prendre. Évidemment qu'elle se gratte la tête. Quand tu te grattes la tête et que tu as un choc extérieur de cette violence, finalement tu te dis personne ne va nous reprocher d'attendre 3 mois ou 6 mois pour prendre des décisions qu'on a du mal à prendre. Sauf qu'on va avoir une inflation qui va s'envoler encore plus qu'avant, et donc il va y avoir Oui, mais vraiment c'est une des inflation choses à énergétique. énergétique. Oui, Oui, parce que oui, mais elle va se transmettre, cette inflation énergique, elle va se transmettre à plein de choses. Elle va transmettre sur des prix au détail, elle va se transmettre sur les prix alimentaires. Voilà. Et donc ça crée un sujet. Ouais, et Pour donc, l'instant, on voit pas ça. voilà, moi je suis pas, évidemment, je suis pas prévisionniste, je suis pas macroéconomiste, j'ai pas de boule de cristal. Non, elles je sont, pense elles. qu'ils vont amorcer. On n'a Je pas de pense boule que de la Banque cristal. Centrale non. Je pense que la Banque Centrale Européenne va amorcer son mouvement. C'est difficile pour elle de ne pas le faire, mais qu'elle va être très, 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 très prudente sur la suite. je sais pas, avec en plus ce que nous disait Anne-Sophie, si en plus tu as de la divergence, l'Italie a quand même une industrie qui marche très fort. L'Italie, on le dit assez peu, est magnifiquement exportatrice. Et l'Italie reste l'homme fragile, on va dire, de notre zone euro. Si tu as des divergences qui se creusent, le premier des boulots de la Banque Centrale Européenne, c'est quand même Non, mais bien sûr. Souvent, on a whatever cette it takes to save the euro. On a cette vision, parce que c'est vrai que les États-Unis sont dans cette tendance, donc tout de suite la Banque Centrale Européenne regarde ce qui se passe aux États-Unis pour là aussi répondre. Après, on n'est pas du tout dans la même situation. Et voilà. Non. Et que ce soit au niveau politique ou au niveau aussi impact sur l'inflation. Alors bien évidemment, il y a l'Allemagne qui est touchée, mais globalement sur la zone euro, même si bien sûr on a une inflation qui sera sûrement un peu supérieure à 2%, on voit que c'est vraiment énergétique. Donc après, comment dire qu'on aura la transmission, surtout qu'en effet on va sur les beaux jours. En tout cas, pour l'instant, dans les prévisions, il n'y a pas un risque très, très fort, bon, même s'il faut voir l'évolution de la situation, mais en tout cas, c'est pas là-dessus. Je pense que la Banque Centrale Européenne va s'appuyer. Ça va être vraiment sur la dichotomie entre les États membres et de voir, attention, il ne faut pas casser cette reprise parce que justement, il faut l'avoir pour absorber ce choc exogène. Donc attention, et je pense que les marchés ne seront pas étonnés s'il y a un report de la décision en disant, regardez le contexte géopolitique, on préfère garder cette tendance pour garder de la liquidité et puis avoir une bonne reprise encore cette année. Ajoutons une précision, remonter les taux d'intérêt sur des facteurs d'inflation qui sont énergétiques, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, on est d'accord. Et parce que le choc en lui-même, il est désinflationniste. Enfin, c'est un choc négatif pour l'activité. Si effectivement l'inflation reste essentiellement énergétique, et même s'il y a un peu de diffusion. Oui. Ce qu'on attend tous, c'est la transmission au salaire. Et là, effectivement, un phénomène de, on va dire, de ce qu'on appelle la boucle prix-salaire, et vraiment d'enclenchement véritablement d'une inflation. Mais on n'y est pas encore. Je dis il y a un risque de décalage entre l'action de la Banque centrale et la compréhension des marchés. Il est fort en ce moment et il pourrait être fort si jamais ça dérape. Et l'histoire nous a prouvé qu'il y a des moments où on était capable de déraper, que la forward guidance n'était pas comprise et que ça créait des chocs de marché qui ensuite mettaient le souk. Et la deuxième chose, c'est que on n'est pas du tout dans la même situation que les États-Unis, mais la BCE, elle est quand même obligée de suivre la Fed pour des raisons de taux de change. Il y a un sujet où on ne peut pas indéfiniment garder une politique ultra accommodante alors que la Fed normalise. Et ça a un impact, pour le coup, l'impact sur la croissance peut être très significatif pour l'Europe. Et donc il y a des enjeux de l'IA qui ne sont pas forcément évidents à gérer dans les mois qui viennent. Il n'y a pas une extrême urgence non plus pour la BCE. Enfin, la prochaine réunion de début mars, ce à quoi on s'attend essentiellement, c'est à la révision en hausse de ses prévisions d'inflation. On ne s'attend pas à ce qu'elle augmente les taux d'intérêt à ce moment-là. On s'attend éventuellement à ce qu'elle soit un peu plus claire sur la suite de l'histoire, mais là, forcément, elle se montrera très prudente compte tenu des risques. Nous, on s'attend à une première hausse de taux en septembre. Donc, en supposant que ce scénario soit le bon, au motif qu'effectivement, on a de l'inflation qui n'est pas seulement énergétique, mais on a encore un peu de temps de voir. Et à supposer effectivement que la situation se dégrade et que le choc devienne vraiment négatif pour l'activité, je pense qu'il y a aucune hésitation à dire que la BCE, elle temporisera et elle attendra quelques mois supplémentaires avant de normaliser. Un dernier mot là-dessus autour de cette histoire de SWIFT. Alors c'est intéressant parce que je pense que énormément de gens, ça me fait penser en 2008 quand on s'est mis à parler des comment s'appelait les CDS. Et tout à coup, ce truc, cet instrument financier que seul Jérôme connaissait, enfin, il y avait 15 personnes, tout à coup, tu te retrouves à la une du 20h, tu vois, à parler des CDS. Et là, de la même façon, SWIFT, tout à coup, ça devient un espèce de truc. Donc, système qui permet de valider les transactions entre eux. Alors, c'est 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays. Mais aussi les transactions de gaz, visiblement. C'est-à-dire, si on coupe SWIFT, si on sort la Russie de SWIFT, on n'a plus les moyens de payer leur gaz. Donc...
ça posera un léger problème. Et puis donc, il semble que non, c'était juste pour vous citer, parce que j'ai trouvé ça ce matin, là, ça m'a fait sourire. Donc la Russie, quand même, parce que tout cela est astucieusement préparé, on va dire ça comme ça, soigneusement préparé. La Russie donc développe depuis un bon moment son propre système, y compris son propre système de paiement carte bancaire, qui s'appelle MIR, qui s'appelle la paix. Voilà, j'ai trouvé ça cocasse. Et il y a son SPFS, l'équivalent de SWIFT, voilà, qui pour l'instant lui permet d'interagir avec des contreparties on va dire de petite taille et plutôt dont elle est plutôt le fournisseur ou le donneur d'ordre. Mais elle est en train de travailler, elle a accéléré les travaux pour le branchement de son système à elle sur le système chinois. Et en fait, à long terme, si on leur coupe SWIFT et qu'ils sont plus dedans, on prend le risque d'accélérer la bipolarisation, de leur redonner encore plus d'autonomie qu'ils n'ont sur ces sujets-là, et c'est pas bon pour la mondialisation. Donc c'est pas bon pour les prix. Oui, parce donc, il peut y avoir des conséquences long terme de ce choc géopolitique court terme. En même temps, tu sais, comme l'histoire est en train de nous rattraper quand même, hein, c'est ça qu'est en train de faire Vladimir Poutine, hein, avec l'ensemble de ses discours. Quand l'histoire nous rattrape, on peut aussi se souvenir des relations sino-soviétiques. Ça n'est pas une mer calme, et donc je ne les vois pas non plus investir, tu vois, sur une alliance très très forte entre la Chine. C'est drôlement intéressant. Sur Russie. l'efficacité des sanctions, c'est très très intéressant parce que tout à je veux fait. dire, je leur coupe SWIFT et donc comment je leur paye leur gaz si Exactement. jamais ils continuent à me livrer. Exactement. Exactement. Bon. On a fait le tour. On a fait le tour. Et effectivement, non, ce que je voulais, parce que on avait regardé ça, les Allemands, donc Christian Lindner, donc le ministre des Finances, puisqu'il y a un ministre de l'économie, un ministre des Finances en Allemagne, hein, le ministre des Finances qui avait prévenu la semaine dernière que le prochain budget allemand resterait dans les clous d'un recours à l'endettement limité à 0,35% du PIB, objectif d'un retour dans les 5 ans à 60% de dette sur PIB, coupant net toutes les réflexions sur une modification du pacte de stabilité en disant relever le plafond d'endettement donc au cœur de la zone euro serait une erreur. C'est tout ça, à vous entendre, qui pourrait être remis en cause par ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Il est dans son rôle, hein, Lindner, en évoquant... Oui, mais il avait durci, parce que quand il est arrivé... Il paraissait plus souple, exactement, plus beaucoup ouvert plus souple. effectivement. On va discuter. Et là, oui, il y a eu un durcissement, mais peut-être qu'il y aura un nouvel assouplissement compte tenu de l'évolution de la situation. Et moi, ce qui me perturbe aussi, alors je n'ai pas compris tous les mécanismes, mais tous les investissements qu'on évoquait en Allemagne qui sont dans les tuyaux, et c'est des sommes colossales qui sont engagées, elles sont gentiment mises de côté, elles ne rentrent pas du tout dans les chiffres. Après, d'autres donc en pays termes font de... ça, alors voilà, possiblement, mais donc il y a, comment dire, c'est pas allemand. C'est pas allemand. Il y a une orthodoxie, on va dire, affichée, et il y a une manière de contourner le problème. Donc, la créativité des comptabilités publiques. Exactement. Mais le débat, on sait, hein, qu'il va être hyper intense. J'ose espérer qu'on modifiera les critères de Maastricht au bout du bout. Hein. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en effet, c'était l'idée d'avoir une réflexion, alors peut-être pas changer les critères, mais en tout cas de parler plutôt de soutenabilité que de taux. Et c'est vrai que dans ce contexte, on a justement les écarts dont on parlait de la zone euro, d'avoir vraiment des critères de soutenabilité, avoir des trajectoires par rapport aux politiques qui sont soumises, et vraiment, on regarde le solde primaire, enfin vraiment des indicateurs beaucoup plus précis qui concernent les États. À mon sens, ce serait beaucoup plus efficace économiquement, vu qu'on n'a pas de budget de la zone euro. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu regrettable. On marque une pause et on va parler de l'emploi chez nous, tiens, par exemple.